Cette sortie médiatique est d'une très grande importance pour la nation parce que il s'agit de documents qui organisent les élections dans notre pays. Et comme vous le savez, une élection mal organisée entraîne beaucoup de difficultés dans une nation. Et nous avons à prendre toutes les précautions qui sied pour que nous ne vivons plus les élections passées, les élections que nous avons connues dans ce pays, les élections de 2019, qui ont fait des morts, des exilés et des prisonniers. Les élections de 2020, les élections surtout de 2021, par laquelle il fallait exclure tous les potentiels vrais candidats pour aboutir à un résultat, à une élection qui donne un président de la République gagnant dans un pays démocratique comme le Bénin. Qu'il vous souvienne que le code électoral en vigueur, le code du 15 novembre 2019, a été voté par le Parlement monocolore de la 8e législature. Et ce code ne répond pas aux exigences démocratiques de la transparence, de l'inclusivité des élections, de la paix surtout dans le pays, et également un code qui permette que les petits partis puissent vivre aux côtés des grandes formations politiques. Et quand vous observez bien, dans nombre de pays qui nous entourent, il arrive même que des candidatures indépendantes participent et gagnent les élections. Et notre Bénin, notre pays dans la sous-région est une particularité. Et nous avons donc, si vous avez suivi l'actualité au Parlement, j'ai introduit une proposition de modification du code électoral à l'Assemblée nationale. Et nous voudrons ici vous dire le contenu de la proposition que nous avons déposée. Et comme je le disais tantôt, notre proposition tient à régler le problème de l'inclusivité des élections. Notre proposition veut régler le problème de la transparence, de la paix dans notre pays. Notre proposition également répond à l'exigence de la Cour constitutionnelle qui a voulu que l'Assemblée nationale puisse corriger le code électoral pour permettre que les maires dont le parrainage est en difficulté en ce moment, pour permettre que ce soit les maires de
20 qui parrainent ou les maires de 2026. Alors, nous avons, comme je le disais tantôt, qu'ils vous souviennent que nous avons rencontré en audience le président de la République. Une délégation au haut niveau du parti avait rencontré le président de la République le 27 novembre 2023. Et à cette audience, nous avons évoqué certains aspects avec lui. Et par rapport à ces aspects, il avait marqué son accord, mais il fallait formaliser pour que ça devienne une loi. Il s'agissait de la transparence des élections. Et nous avons, dans notre proposition, proposé que la composition de la Sénat, qui organise les élections, qui est l'organe suprême de l'organisation des élections, soit modifiée. Et c'est l'article 20 qu'il fallait toucher pour le faire. À ce niveau, comme vous le savez, si vous regardez la composition de la Sénat aujourd'hui, c'est essentiellement la rupture qui s'y trouve. C'est la Sénat qui est la minorité, c'est la Sénat qui est la majorité. Donc, cette composition ne permet pas la transparence dans la gestion de l'élection. Parce que, comme vous le savez, les élections de 2023, quand nous avions demandé certains documents électoraux, la Sénat n'a pas eu froid aux yeux pour nous dire que ces documents-là sont déjà caducs. Si c'était une Sénat où toutes les formations, où toutes les tendances sont représentées, l'opposition comme la mouvance, on n'aurait pas eu cette interprétation. Nous avons constaté que dans les arrondissements, l'organisation des élections est confiée à une personne qu'on appelle le coordonnateur d'arrondissement. Et tout le jeu se fait à ce niveau-là. Et lorsque la compilation au niveau des arrondissements est faite, le monsieur coordonnateur de l'arrondissement peut se mettre de côté, changer la fiche de compilation et présenter une autre fiche qui est très différente des résultats que vous avez eu à compiler. Et les tests en vigueur disent qu'au niveau de la compilation, il faut faire 4 copies. Une copie pour la Sénat, une copie pour la Cour constitutionnelle, une copie qu'on affiche, une autre copie au coordonnateur lui-même. Mais où est-ce que les autres partis ont la copie pour s'opposer à la copie que le coordonnateur d'arrondissement lui seul présente à la Sénat? Je crois qu'il y a un flou artistique bien réfléchi et qui ne permet pas la transparence des élections. À ce niveau, nous avons proposé qu'au lieu qu'on mette notre destin commun dans les mains d'une seule personne qu'on appelle coordonnateur d'arrondissement, qu'il soit créé une commission d'arrondissement. Et au sein de cette commission d'arrondissement, il y aura le représentant de la Cour constitutionnelle, le représentant de la Sénat, le représentant des partis politiques en lice ou des candidats en lice. S'il s'agit des élections communales et des élections législatives, le représentant de la Cour suprême également participe à la commission d'arrondissement. Et c'est à la commission d'arrondissement de faire la compilation des résultats dans l'arrondissement. C'est comme si une première proclamation des résultats se fait au niveau de l'arrondissement. C'est comme si
la Cour constitutionnelle y est, la Cour suprême y est, les représentants des candidats y sont, et on se contrôle, tu me contrôles, je te contrôle, et le jeu est clair. Nous avons également parlé de l'élaboration de la liste électorale. Tout se fait actuellement dans un flou total. C'est l'ANIP qui est en train de modifier la liste électorale, puisque, en principe, dans tous les pays que nous connaissons, la liste électorale se corrige tous les ans. Tous les ans, on corrige la liste électorale, parce qu'il y a de nouvelles personnes qui rentrent dans l'âge de voter, d'autres qui décèdent, qu'on sort de la liste, ainsi de suite. Aujourd'hui, la structure qui fait ce travail-là s'appelle ANIP. Et cette structure est dirigée par un Rwandais. Personne, aucun Béninois, je peux le dire, politique, ne sait ce qui s'y passe. Et nous avons dit que cela ne tienne. Mais l'année électorale, lorsqu'on sera dans l'année électorale ou l'année avant, de toutes les façons, 160 jours avant les élections, il va falloir mettre un comité ad hoc pour l'extraction de la liste électorale. Vous avez vu la liste avec laquelle on a voté la dernière fois, tout le chamboulement qu'il y a eu autour, où des gens ne se sont pas trouvés, n'ont pas retrouvé leur centre de vote, ni leur poste de vote. Donc, nous avons pensé que 160 jours avant les élections, il faut mettre un comité ad hoc chargé de l'extraction de la liste électorale. Et ce comité ad hoc doit être composé de 2 représentants proposés par la minorité parlementaire ou l'opposition parlementaire, je voulais dire, parce que le terme minorité devient conflictuel. Et la mouvance parlementaire et l'opposition parlementaire. Une autre personne, un technicien désigné par comment on l'appelle, le président de la République, un deuxième expert désigné par le chef de file de l'opposition. Une 7e personnalité sera désignée par la société civile, ceux qui sont en charge de l'élection, la plateforme de la société civile qui s'occupe de l'élection dans notre pays. Ça fait 7 personnes pour composer ce comité ad hoc d'extraction de la liste électorale. Qu'il vous souvienne aussi que nos représentants dans les postes de vote se sont plaints de ce qu'ils n'ont pas reçu des feuilles de dépouillement, les procès-verbaux. Nous avons mis dans notre proposition d'amendement que le refus de délivrance de procès-verbal par un agent de bureau de vote est une infraction au code électoral et pénal. Donc, et nous avons plus tard dit toutes les infractions au code pénal à l'élection présidentielle, à l'élection dans notre pays, devaient être une infraction imprescriptible. Parce qu'au Bénin, nous avons constaté que des gens se sont permis, parce qu'ils ont la couverture du pouvoir, de dire j'ai voté 8 carnets, 12 carnets, et rien ne s'est passé. Des images ont circulé où en plein jour, les gens cachetaient et prononçaient les noms des candidats pour lesquels ils cachetaient et rien ne s'est passé. Nous avons proposé que ces crimes, ces fraudes-là
soit imprescriptible pour décourager. Parce que les gens ont dit que c'est nous qui sommes là. On fait ce qu'on veut, rien ne se passera. Mais si rien ne se passe aujourd'hui, ils doivent se mettre en tête que demain quelque chose peut se passer. Donc, il faut décourager ces velléités et rendre imprescriptibles ces fautes-là pour que, même dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, lorsque les choses vont changer, lorsque le régime va tomber, que les nouvelles autorités puissent punir ces comportements. La question de caution électorale. Vous savez, la caution pour les élections présidentielles au Bénin, c'était à 250 millions. Maintenant, ils ont ramené ça à 50 millions. Merci beaucoup. Oui. Pour le match amical, ils ont ramené ça à 50 millions. Merci beaucoup. Mais c'est encore très élevé par rapport à ce qui se fait dans les autres pays. Le Bénin, notre pays, est le plus cher au monde en matière de caution électorale. Alors que nous sommes le pays le plus pauvre de la planète. L'un des pays les plus pauvres de la planète. Parce que la caution ne peut pas être à 50 millions au Bénin. Nous avons proposé qu'on soit à l'image du Sénégal et des autres pays, qu'on ramène ça à 25 millions. La caution pour l'élection législative, nous avons également proposé qu'au lieu de 5%, comme c'est dit dans le code, qu'on ramène ça à 1%. Ce qui fait 300 000 francs par candidat. 1%, ça fait déjà 300 000 francs par un candidat titulaire. Pour les élections législatives, dans les pays où on a copié le taux qu'il faut avoir pour participer à l'attribution des sièges, dans ces pays-là, c'est 5%. Nous, on va copier, on met à 10%. Nous pensons que si on ne peut pas enlever, les 10%, il faut revenir à 5% pour permettre que des partis politiques qui n'ont pas une grande envergure se retrouvent sur l'échiquier national aussi. Et pour les élections communales, nous avons proposé que les 5% soient au niveau de la commune. Parce que, par expérience, je vous parle du cas de Porto Novo, où le parti qui n'a même pas 10% dans la commune de Porto Novo dirige Porto Novo. Et ce parti a la légalité, mais n'a pas la légitimité. Alors que dans le cas des élections, la légitimité est très importante pour diriger, pour prétendre diriger les populations. Donc, nous pensons qu'il faut chercher les 5% au niveau des communes et non au niveau national. Sinon, à la base, les gens vont voter pour des gens, pour les diriger, et c'est d'autres personnes pour qui n'ont pas voté qui vont les diriger. Nous pensons que c'est une mauvaise chose et qu'il faut, corriger ça. Et par rapport à la décision de la Cour constitutionnelle maintenant, la Cour constitutionnelle a souhaité que nous rétablissions l'égalité qui est rompue à travers les dates qui sont dans le code électoral, les dates des élections qui sont dans le code électoral. Et nous avons entendu circuler dire que
en 2026 et les maires et les députés n'auront pas la légalité, n'auront pas la légitimité. Nous avons entendu dire qu'il faut que ce soit les élus de 2026 qui parrainent le candidat de 2026. Parce que des gens pensent qu'il est possible qu'ils organisent les élections exclusives en 2026 pour se retrouver dans la situation de 2020 où ils ont seuls les parrains, où c'est eux seuls qui choisissent qui peut aller aux élections, qui ne peut pas aller aux élections, et ils s'en sortent avec un taux fleuve de réussite. Nous avons pensé que quand nous suivons bien le raisonnement de la Cour constitutionnelle, les arguments de la Cour constitutionnelle, nous pensons que ce sont, et nous-mêmes notre conviction personnelle, parce que vous ne pouvez pas imaginer que nous irons aux élections de 2026 et qu'on n'aura pas de maire. Actuellement, on n'en a pas. Mais on ne peut pas imaginer qu'on ira aux élections, les démocrates iront aux élections de 2020, 2026 et n'auront pas de maire. Nous en aurons. On ne peut pas imaginer qu'on ira aux élections de 2026 et on n'aura pas plus de députés qu'aujourd'hui. On en aura. Mais par esprit de patriotisme et d'égalité, nous avons estimé que c'est les maires actuels qui sont à même de parrainer un candidat à l'élection de 2026. Pourquoi? Il suffit de prendre l'article 135 et avant. Le problème qui se pose, c'est que le dépôt des candidatures, le dernier jour pour le dépôt des candidatures, c'est le 5 février. Le dernier jour pour l'installation des maires, c'est le 15. C'est du 1er février au 15. Du 1er février au 5, il y a des nouveaux maires qui seront déjà installés. Il y a des anciens maires qui seront là. La Cour dit des nouveaux maires ne peuvent pas parrainer et des anciens maires vont parrainer à la fois. Il faut rétablir l'égalité. C'est simple. Et la Cour dit les députés actuels, ils ont toute la légalité. Ils peuvent vous parrainer. Mais c'est de faire en sorte que les anciens maires parrainent. Et c'est ce que la proposition que nous avons faite. Imaginez un instant, s'il vous plaît, chers camarades, qu'on dise que c'est les prochains maires qui vont parrainer ou les prochains députés qui vont parrainer. Les gars sortent des élections. On proclame les résultats. Le contentieux électoral est en cours. Et on dit qu'il va parrainer. Il s'est passé un cas à l'Assemblée nationale où un député bien assis, le lendemain, on enlève son ministre, il vient et dit « je prends ma place ». La Cour constitutionnelle lui dit « cède la place à ton titulaire ». Il y a des cas où on peut invalider les députés. Voilà qu'il vient de parrainer. Quelle légitimité a-t-il? Plus que ceux qui sont là depuis. Quelle légitimité a-t-il? Donc nous pensons que les plus légitimes, parce que la légitimité d'une mandature finit le jour, le jour de la fin du mandat à minuit. À minuit. Pour les députés, la fin de notre mandat, je crois, c'est le 8 ou le 7 à minuit. La fin du dépôt des candidatures, c'est le 5. En quoi nous n'avons pas de légitimité? Et deuxièmement, mais je dis, un président de la République
qui fait un prêt sur 14 ans, est-ce qu'il sera là après 2 ans? Est-ce qu'il sera là pour 14 ans? Il utilise la légitimité qu'il a aujourd'hui. Personne ne peut lui contester ça. Un président de la République qui organise les élections, qui n'est pas élu. Alors, on organise les élections je crois en mars ou en avril. En avril, un président est élu. L'ancien président qui est en place, c'est en mai qui sera installé. Entre avril, la date de l'élection du président, et la date à laquelle il va transmettre le bâton de commandement en mai, qui dirige le pays, qui prend les actes, c'est l'ancien. Si on déclare la guerre contre le pays, qui lève l'armée, et c'est le parrainage qu'on dit que les gens ne sont pas légitimes, c'est pour le parrainage qu'on n'est pas légitime. Nous pensons que c'est des calculs politiques. Et nous savons à quelle fin les gens sont en train de faire ça. Et il faut qu'on informe le peuple. Je voudrais apporter un complément à ce que le président a dit. Alors, au niveau de l'article 41, nous avons fait un ajout parce que dans l'ancien code, nous avons constaté que la période de délivrance du parrainage n'était pas cadrée. Et par rapport à ça, alors on a proposé que le parrainage puisse être délivré au cours de la période du 1er au 15 janvier de l'année électorale. Ça veut dire en 2026. Et mieux, au niveau de l'article 135, où il est question de donner le nombre de jours, la date butoir, d'accord, pour le dépôt des dossiers de candidature pour le président de la République, on avait dit 50 jours avant le lancement de la campagne. Dans notre proposition, nous avons proposé 60 jours, ce qui permet, d'accord, de mettre aussi bien les maires que les députés dans l'égalité de pouvoir parrainer. D'accord? Donc, voilà un peu ce que nous avons corrigé. Et au niveau de l'article 49 de la Constitution, on devait adapter l'article 142 du Code électoral, où il était question, au niveau du Code électoral, de 5 jours pour organiser les élections en cas d'annulation. Or, dans la Constitution, il était question de 14 jours. À ce niveau, nous avons proposé 14 jours pour mettre le Code en conformité avec la Constitution. Donc, voilà pour ce que la Cour a demandé, ce que nous avons apporté comme correction. Je suis un homme, je vais dire, triste et meurtri. Je suis un homme triste et meurtri parce que nous devons travailler pour les générations à venir. Nous devons travailler pour la postérité. Nos actes d'aujourd'hui doivent pouvoir inspirer les générations à venir. Mais quand je vois nos amis, nos frères d'en face, quand je vois leurs pratiques, accepter que je dise que je suis un homme triste et meurtri. Leurs agissements, jour après jour, m'attristent. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on est engagé pour le bien d'une nation et envoyer un mauvais message à la prochaine génération. Vous savez, la paix se construit. Et la paix durable, c'est vos comportements qui construisent la paix durable. Depuis le jour où j'ai vu ces gens-là défendre que les députés du bloc républicain sont la minorité parlementaire, je me suis dit, ce sont des gens sans foi ni loi. Et ces personnes-là, si elles vous saluent, comptez toujours vos doigts pour savoir si vos doigts sont encore au complet. Et je suis très sincère quand je le dis, parce qu'on ne peut pas défendre de pareilles choses quand on respecte son pays. Parce que la loi, la lettre de la loi et l'esprit de la loi, en qualifiant les députés de l'opposition, de la minorité parlementaire, parlent naturellement de l'opposition. Mais je ne dirais même pas un concours de circonstances quand je regarde leur comportement. Je peux même dire que c'est à décès. Parce que nous savons qu'on n'a pas eu 28 députés. Et ça, je continue de le marteler. À la sortie des dernières élections législatives, on n'a pas eu 20 députés. Nous le savons et ils le savent. Donc, en nous mettant 28 députés comme OBR, c'était pour créer
et creuser la confusion. Mais nous ne cesserons pas, nous ne nous laisserons pas aller au découragement. Pour ne pas dire le président du groupe parlementaire, quand je l'ai vu parler tout à l'heure, une fois de plus, je me suis convaincu que nous avons un sacerdoce à accomplir. Nous, au niveau de l'opposition. Et croyez-moi, nous nous donnerons les moyens. Les moyens au niveau de notre mentalité, de notre morale, les moyens politiques pour trouver des solutions durables à ces difficultés auxquelles nous faisons face. Parce que lorsque vous voyez les détails de tout ce que le président du groupe parlementaire a donné concernant notre proposition, nos différentes propositions, en ce qui concerne la relecture du code électoral, vous comprendrez que nous ne sommes soucieux que de l'avenir de ce pays. Parce qu'en réalité, on a l'impression qu'au niveau de l'opposition, nous nous soucions d'un pays en paix et d'un pays paisible, parce que nous recherchons les conditions de paix, de transparence, de crédibilité au niveau des différentes élections que nous aurons à organiser. Mais pendant ce temps, on a l'impression que nos amis en face se battent pour la pérennisation d'un régime. Nous nous mettons tout en œuvre pour que, quel que soit celui qui viendra à la tête du pays, que les élections soient transparentes. Et je peux vous donner des éléments. Lorsqu'on dit par exemple que dans les démembrements de la Sénat, que vous soyez de l'opposition ou de la mouvance, vous devez pouvoir avoir des éléments parmi les démembrements de la Sénat. C'est une condition de renforcement de transparence. Mais nous le voulons pas seulement pour l'opposition, nous le voulons aussi bien pour l'opposition que pour la mouvance. Donc, un certain nombre de faits, comme ce que je viens de dire, nous les avons énumérés dans nos propositions.